Il roulait tranquillement dans les rues de Marseille, à l'allure normale de la circulation, sans hâte, sans nervosité. Un musulman rentrant de sa journée, comme tant d'autres dans cette ville portuaire. Il ne roulait pas vite. Il n'était pas en fuite. Rien d'inhabituel. Lorsque les gyrophares sont apparus derrière la voiture et que la police lui a fait signe de se garer, sa réaction a été immédiate et calme. Il a ralenti, s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence et a pris une profonde inspiration, persuadé qu'il s'agissait d'un simple contrôle de routine, de ceux qui durent quelques minutes et se terminent par un « vous pouvez repartir ». Leurs mains étaient visibles. Les documents étaient déjà séparés. Pas de gestes brusques, pas de paroles acerbes. Tout semblait suivre le scénario habituel d'une procédure classique. Mais il ne fallut que quelques minutes pour que l'atmosphère change étrangement. Le ton des questions devint plus grave. Les regards se firent plus insistants. Quelque chose d'invisible semblait s'être déclenché à cet instant, et il sentit, sans comprendre pourquoi, que cette étape ne serait pas comme les autres. Ce qui s'est passé ensuite a complètement dégénéré. La situation a pris une tournure inattendue, sous les yeux de piétons, d'automobilistes et de badauds. En quelques instants, ce qui aurait dû être une situation anodine s'est transformé en choc, tension et stupéfaction. Et ce qui a suivi a laissé les personnes présentes sans voix. Indiquez votre ville et votre pays en commentaire pour que je sache jusqu'où va cette histoire. Marseille n'était pas en fête cet après-midi-là. Pas de touristes se disputant les trottoirs, pas d'appareils photo braqués sur la mer. C'était le vrai Marseille, le Marseille populaire, bruyant et fatigué, celui qui vit loin des cartes postales. Le soleil se couchait déjà lentement, teintant les vieux immeubles d'une lumière orangée et inégale. La circulation suivait le rythme habituel de fin de journée. Voitures avançant au ralenti, motos zigzagant entre les voies, bus s'arrêtant et redémarrant en retard. Au loin, le port respirait comme toujours, avec le son lointain des sirènes, le cliquetis des métaux, le vent mêlé aux odeurs de sel et de carburant. La voiture roulait sur une large avenue, bordée d'immeubles patinés par le temps. Rien de particulier. Pas de manœuvre brusque. Pas de précipitation. Juste une personne rentrant chez elle, traversant la ville comme des milliers d'autres chaque jour. L'asphalte irrégulier faisait légèrement tanguer le véhicule, tandis que les feux tricolores passaient alternativement du vert au rouge, avec l'indifférence de quelqu'un qui répète le même geste depuis des décennies. À l'intérieur de la voiture, le silence était quasi total. La radio était éteinte ou si faible qu'elle se confondait avec le bruit de la circulation. Le conducteur gardait les deux mains sur le volant, le dos détendu, le regard fixé sur la route. Aucune tension, aucune attente. C'était juste un tronçon de route comme un autre, une fin d'après-midi ordinaire. La routine suivait son cours sans que rien ne laisse présager un changement. Sur les trottoirs, les gens bavardaient, certains riaient, d'autres se disputaient. Des enfants attendaient leurs parents devant les petites boutiques. Un commerçant ferma le portail de son magasin. Un couple traversa hors du passage piéton. La ville suivait son cours chaotique, indifférente à la vie des passants. Personne ne prêta une attention particulière à cette voiture. Personne n'avait de raison de le faire. Le conducteur observait la circulation, freinait au besoin et accélérait doucement lorsque le trafic le permettait. Son corps suivait le pilote automatique, habitué à des années de trajets similaires. Il ne se souciait que du temps, de la fatigue accumulée au cours de la journée et du simple désir d'arriver à destination. Aucune pensée d'alerte. Aucun sentiment de danger. Marseille, à cet instant précis, lui apparut, exactement comme elle l'avait toujours été. Une ville dure, mais prévisible. Un endroit où l'on apprend à se faire discret, à ne pas attirer l'attention, à suivre les règles pour éviter les problèmes. C'est précisément ce qu'il fit. Rien d'inhabituel. Rien qui puisse justifier le moindre soupçon. Le port demeurait en arrière-plan, visible entre les immeubles, rappelant que cette ville a toujours été un lieu d'arrivée et de départ. Un creuset de cultures, d'histoires entremêlées, de vie en transit. Ici, les gens vont et viennent chaque jour, chacun porteur de son histoire. Celui-ci n'était qu'un parmi tant d'autres. Suivant son cours sans se douter qu'en quelques secondes, il deviendrait le centre d'une scène impossible à ignorer. Les lampadaires s'allumèrent un à un, annonçant la fin de la journée. Le ciel s'assombrit. La circulation diminua peu à peu. Tout semblait indiquer un retour à la normale. Une normalité fragile que personne ne remet en question jusqu'au moment où elle se brise. À l'intérieur de la voiture, le conducteur ajusta légèrement son rétroviseur. Ce geste fut automatique. Et c'est là, dans ce réflexe fugace, que quelque chose d'inhabituel apparut pour la première fois. Une lueur bleue lointaine,
presque imperceptible au milieu de la circulation. Un instant, il crut apercevoir un autre véhicule d'urgence au loin. Il n'y prêta pas attention et continua de conduire calmement, ignorant que cette fin d'après-midi ordinaire allait basculer en un épisode qui changerait radicalement le cours de leur voyage. Marseille continuait son cours, vibrante, bruyante, indifférente. La voiture avançait normalement. Le silence à bord demeurait intact. Rien d'inhabituel, rien qui laissait présager ce qui allait suivre. Mais, dans cet instant en apparence banal, la routine commençait déjà à se briser, même si personne, pas même le conducteur, ne s'en était encore aperçu. C'est un musulman ordinaire, de ceux qui passent inaperçus dans la foule. Rien chez lui ne saute aux yeux au premier abord. Il n'occupe pas de postes importants, ne participe pas au débat, ne brandit aucun drapeau. Il travaille dur, respecte son emploi du temps, paie ses factures et s'efforce de vivre selon ses moyens. Il se lève tôt presque tous les jours, affronte les embouteillages, accepte de longues heures de travail et, souvent, peu de reconnaissance. Sa vie n'est pas marquée par l'excès, mais par un effort constant. Ce jour-là, il quitta la maison pour une simple course, une tâche banale. Peut-être faire quelques courses pour la famille, peut-être rentrer du travail, peut-être régler un problème qu'il avait remis à plus tard. Rien qui justifiât précipitation, tension ou peur. C'était un trajet parmi tant d'autres, un voyage répété si souvent qu'il ne nécessitait plus d'attention particulière. Il n'imaginait pas que ce trajet banal se transformerait en quelque chose de si différent. Il n'est pas un militant. Il ne participe à aucun mouvement politique. Il ne parle pas de religion en public. Il ne s'oppose pas aux autorités. Au fil des ans, il a appris que plus il est discret, moins il rencontre de problèmes. Il vit dans un équilibre silencieux, cherchant à se faire le plus discret possible. Non par honte de qui il est, mais par instinct de survie. Il sait que, pour certains, son identité est déjà source de suspicion, même lorsqu'il ne fait absolument rien d'autre qu'exister. Sa foi fait partie intégrante de sa vie, mais elle ne s'affiche pas. Elle ne se manifeste ni par de grands gestes, ni par des paroles tonitruantes. Elle se vit dans l'intimité, dans le silence de la prière, dans les petits choix du quotidien. Il porte la religion comme une expérience intime et personnelle qui n'a besoin ni d'explication ni de justification. Il n'a jamais cherché à convaincre qui que ce soit. Il n'a jamais exigé le respect ouvertement. Il vit simplement selon ses convictions, en respectant autrui et en attendant, à tout le moins, la même chose en retour. Au travail, il est perçu comme une personne fiable, ponctuelle et discrète. Il ne crée pas de problème. Avec ses collègues, il parle peu et écoute beaucoup. Il préfère éviter les conflits et n'aime pas se mettre en avant. Il sait qu'une situation mal interprétée peut avoir des conséquences plus graves pour lui que pour les autres. C'est pourquoi il privilégie toujours la prudence. Il pourrait être n'importe qui. Le chauffeur de bus, le livreur, l'employé d'entrepôt, le caissier de supermarché, le voisin que vous croisez tous les jours sans vraiment le connaître. Son histoire n'a rien d'extraordinaire, et c'est précisément ce qui la rend si universelle. Il représente des milliers d'hommes qui tentent simplement de vivre en paix, de remplir leurs obligations et de rentrer chez eux le soir. Dans sa voiture, en cette fin d'après-midi marseillaise, il n'éprouvait ni attente particulière ni souci. Il pensait à des choses simples, la fatigue de la journée, ce qu'il lui restait à faire, peut-être une conversation qu'il aurait plus tard. Rien d'important, rien de dangereux, juste la vie qui suivait son cours. Il n'aurait jamais imaginé qu'en quelques minutes, son image changerait du tout au tout, qu'il cesserait d'être un simple chauffeur et deviendrait la cible de regards suspicieux, que son sang-froid serait mis à l'épreuve, que son identité, jusque-là restée secrète, se retrouverait au cœur d'une situation qu'il n'avait jamais recherchée. Cet homme ne cherchait pas la confrontation. Il ne voulait rien prouver, il ne voulait défier personne. Il voulait simplement suivre son chemin, régler ses problèmes et rentrer chez lui, comme tout le monde, comme vous, comme tant d'autres. Et c'est peut-être précisément pour cela que ce qui s'est passé ensuite a été si difficile à accepter. Car lorsqu'une personne aussi ordinaire est perçue comme une menace, une question inévitable se pose. Si cela lui est arrivé, à qui d'autre cela pourrait-il arriver? L'empathie naît de cette simple reconnaissance. Il n'est pas un symbole abstrait, c'est une personne réelle, avec une vie réelle, qui marche dans une ville réelle. Et à ce moment précis, avant les gyrophares, avant les ordres, avant la peur, il n'était rien d'autre qu'un homme ordinaire,
vivant une journée ordinaire, sans se douter que cette normalité allait lui être arrachée. Les gyrophares bleus apparurent soudain dans le rétroviseur, coupant net le flux de la circulation comme un avertissement sec. Pas de poursuite, pas de sirène prolongée, juste un signal bref et direct, impossible à ignorer. Le conducteur comprit immédiatement. Il ralentit calmement, mit son clignotant, et se gara sur le premier emplacement sûr qu'il trouva. Aucun mouvement brusque, aucune tentative de questionnement, juste une obéissance immédiate, presque automatique. La voiture s'arrêta. Le moteur tourna quelques secondes avant de s'éteindre. Il prit une profonde inspiration, comme si ce rituel lui était familier. Lentement, il posa ses 2 mains sur le volant, bien visible, dans une position devenue un réflexe. Un geste simple, mais lourd de sens pour quelqu'un qui sait que chaque détail peut être interprété. Il ne voulait laisser place à aucune erreur. Il ne voulait pas être mal compris. Les policiers s'approchèrent d'un pas ferme et d'une posture rigide. L'un d'eux se tenait un peu plus loin, près de la fenêtre du conducteur. L'autre se plaça quelques pas en retrait, observant en silence. Tout semblait suivre. Le protocole habituel. Pas de paroles agressives, pas d'armes pointées. Juste cette présence imposante de l'autorité, suffisante pour faire battre le cœur un peu plus vite, même quand on n'a rien à cacher. La vitre s'abaissa lentement. Avant même qu'on ait pu formuler une demande, il tendait déjà les documents. Permis de conduire, carte grise, tout était trié, organisé, prêt. Son geste était empreint de sérénité, sans la moindre hésitation. Il voulait se montrer coopératif dès le premier instant. Il savait que cela comptait. Les premières questions furent posées sur un ton neutre. Nom, destination, raison de sa présence à cette heure. Il répondit d'une voix basse et ferme, sans détour ni ironie. Son regard se portait juste assez loin devant lui ou vers le policier, évitant tout mouvement superflu. Chaque réponse était brève, objective, mûrement réfléchie afin d'éviter tout malentendu. Il parlait comme quelqu'un qui souhaitait en finir au plus vite et reprendre sa route. En apparence, il était calme. Intérieurement, il maîtrisait parfaitement son corps. Il se tenait droit, les épaules détendues, les mains toujours visibles. Tout cela s'était appris non pas dans des manuels, mais par l'expérience. Par la conscience que, pour certains, la marge d'erreur est infime. Pourtant, à cet instant précis, rien ne laissait présager un problème. Le policier examina les papiers, vérifia les informations à la radio et prit quelques notes. Son collègue observa l'intérieur du véhicule, jetant un rapide coup d'œil au siège passager, au tableau de bord et à la banquette arrière. Une procédure standard. Tout se déroulait comme prévu. De l'extérieur, la scène ne susciterait aucune attention. Un simple contrôle routier parmi tant d'autres à Marseille. Certains piétons marchèrent sur le trottoir sans même ralentir. D'autres voitures poursuivaient leur route, s'écartant légèrement du point d'arrêt. La ville continuait de fonctionner, indifférente à cette petite interruption. Pour un observateur extérieur, rien ne semblait anormal. Le chauffeur garda son calme. Il ne posa pas de questions inutiles. Il ne discuta pas. Il attendit, tout simplement. Il attendait que les documents lui soient rendus, qu'on lui dise « Vous pouvez partir » et que l'épisode se termine là, comme tant d'autres. Jusque-là, la procédure semblait banale, froide, impersonnelle, mais prévisible. Pourtant, il y avait comme une tension palpable, un détail difficile à expliquer, un peu plus de temps que d'habitude consacré à l'examen des documents, un regard qui s'attardait un peu plus que nécessaire, un silence qui s'étirait, rien d'explicite, rien qui puisse être qualifié d'erreur, juste de légères fissures dans la normalité. Il le remarqua, mais ne réagit pas. Il préférait croire que ce n'était que son imagination, que tout se résoudrait en quelques secondes, que ce n'était rien d'extraordinaire. Après tout, il n'avait rien fait de mal. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. À ce moment-là, tout semblait encore régi par un protocole strict, un contrôle de routine, une procédure bien rodée, une brève rencontre entre l'autorité et le citoyen, le genre de situation qu'on oublie quelques minutes plus tard. Mais discrètement, quelque chose commençait à changer. Le ton neutre, la posture rigide, le temps excessif, autant de signes presque imperceptibles que cette approche allait déraper. Et bien que personne n'ait encore élevé la voix, bien qu'aucun ordre agressif n'ait été donné, le conducteur commença à pressentir que ce contrôle ne se déroulerait pas comme les autres. Le protocole était respecté, certes, mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui, dans quelques instants, allait complètement bouleverser le cours de cette rencontre policière en apparence banale. Le détail qui a tout changé n'était ni un geste brusque, ni une parole prononcée.
C'était quelque chose de plus subtil, et précisément pour cette raison, de plus dangereux. Pendant qu'un des agents vérifiait les documents par radio, l'autre fixait le conducteur bien trop longtemps. Ce n'était pas un coup d'œil rapide et anodin. C'était un regard fixe et prolongé qui évaluait bien plus que la situation. Il évaluait la personne. Le chauffeur l'a immédiatement remarqué. Non pas parce que quelqu'un avait dit quoi que ce soit, mais parce que ce genre de regard n'est pas nouveau pour quiconque a suffisamment d'expérience pour savoir quand quelque chose cloche. Ce n'était pas un regard cherchant confirmation, mais une justification invisible. Un regard qui semblait poser une question qui n'était pas écrite. Le policier se pencha un peu plus près de la fenêtre et posa une question différente. Ni sur l'itinéraire, ni sur la voiture, ni sur l'heure. Sa question était chargée d'une autre intention. Quelque chose en rapport avec le nom, la prononciation, l'origine. Peut-être un « D'où venez-vous déjà ?» lancé sur un ton qui dépassait la simple curiosité. Peut-être une remarque sur le nom de famille, répétée lentement, comme s'il fallait le goûter. Le chauffeur répondit avec le même calme qu'auparavant. Il n'avait rien à cacher. Mais, à cet instant précis, il sentit quelque chose changer en lui. Une tension subtile, mais bien réelle. Le ton de la conversation n'était plus neutre. Il n'était plus simplement bureaucratique. Une couche supplémentaire s'était ajoutée, invisible, mais pesante. Une suspicion qui ne découlait d'aucune infraction, mais de ce qu'il représentait aux yeux de ceux qui l'observaient. Le policier jeta un rapide coup d'œil à son collègue. Un regard qui en disait long sans dire un mot, comme pour confirmer une impression. Comme si ce détail, le nom, le visage, l'apparence, avait déclenché un mécanisme silencieux. Sa posture changea, son corps se raidit, sa voix perdit sa neutralité habituelle et prit un ton légèrement plus dur, moins patient. Puis vint une remarque qui n'était pas à proprement parler une accusation, mais qui n'était pas anodine non plus. Une remarque lancée avec désinvolture, presque voilée, mais qui portait un jugement. Une remarque sur des documents, sur la routine, sur les vérifications plus approfondies. Des mots courants, utilisés quotidiennement, mais qui, dans ce contexte, sonnaient différemment. Ils sonnaient comme un avertissement. Le chauffeur sentit son estomac se nouer, non pas par culpabilité, mais par reconnaissance. Il avait déjà ressenti cela, dans d'autres situations, ailleurs. Ce moment où l'on réalise qu'on n'est plus traité comme une personne ordinaire, qu'on a cessé d'être un simple citoyen interpellé au hasard pour devenir un cas, un profil, quelque chose qui nécessite un examen plus approfondi, non pas à cause de ce que l'on a fait, mais à cause de qui l'on est. Le ton changea radicalement. Les questions devinrent plus sèches, moins explicatives, plus directes. Le policier interrompait les réponses, demandait des répétitions et posait de nouvelles questions avant même que la précédente ne soit entièrement résolue. Il n'y avait pas d'agressivité manifeste, mais une impatience palpable, une hâte étrange, mêlée de méfiance. Le chauffeur continuait de coopérer. Il répondait à toutes les questions. Il gardait les mains visibles. Il évitait tout geste susceptible d'être mal interprété. Mais, intérieurement, le calme commençait à céder la place à un sentiment familier et amer. Cette démarche ne relevait plus simplement du protocole. Elle relevait d'un jugement silencieux. Il comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple contrôle de routine lorsque l'agent recula d'un pas et fit un signe discret à son collègue. Un geste rapide, presque imperceptible pour qui n'y prêtait pas attention. Mais lui, il le vit, et il comprit. Dès lors, le nombre d'agents augmenterait. Les ordres deviendraient moins clairs. La marge d'erreur se réduirait encore davantage. La ville continuait de défiler. Les voitures poursuivaient à leur route. Les gens marchaient. Le port demeurait en arrière-plan, indifférent. Mais, dans ce mince espace entre la voiture et le trottoir, quelque chose avait radicalement changé. La normalité avait été brisée. Le protocole avait cédé la place à la suspicion. Le chauffeur le ressentait clairement. Ce n'était ni de la paranoïa, ni une exagération. C'était l'expérience. C'était la reconnaissance d'un schéma que beaucoup préfèrent ignorer. Un schéma où un détail, un nom, un visage, une origine, suffit à transformer une situation banale en quelque chose de potentiellement dangereux. Il prit une autre profonde inspiration, s'efforçant de garder son sang-froid. Il savait que la moindre réaction émotionnelle pourrait se retourner contre lui. Il savait qu'il devait rester calme, même si la situation était déjà injuste. Mais il savait aussi, à cet instant précis, que cette stratégie n'allait pas se terminer de sitôt, que quelque chose avait été déclenché, et que, à partir de ce détail apparemment insignifiant, tout pouvait dégénérer. Ce n'était plus un contrôle de routine, c'était autre chose,
quelque chose de plus tendu, de plus imprévisible. Et il sentit un frisson lui parcourir l'échine, que cette fin d'après-midi ordinaire à Marseille allait se transformer en un épisode qui marquerait sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le changement fut rapide, presque imperceptible au début, mais impossible à ignorer ensuite. Les ordres devinrent confus. Un Han. Policier disait une chose, l'autre une autre. D'abord, on lui demanda de rester dans la voiture. Quelques secondes plus tard, on lui ordonna de couper le moteur. Puis, on lui demanda de sortir du véhicule. Le tout à la suite, sans qu'il ait le temps de comprendre chaque instruction. Il avait l'impression que, quoi qu'il fasse, il aurait toujours tort. Le ton de la voix changea radicalement. Il n'était plus neutre ni formel. Il devint plus dur, plus fort et empreint d'impatience. Les mots étaient, bref, secs, sans explication. Il n'y avait plus de place pour les questions ou les clarifications. Le chauffeur s'efforçait de suivre, d'obéir, d'adapter ses mouvements aux demandes, mais chaque geste semblait accroître la tension au lieu de l'apaiser. Un autre policier s'approcha rapidement depuis la voiture de patrouille, puis un autre. L'espace autour du véhicule se réduisit, devenant plus confiné. La présence accrue des policiers n'apportait pas la sécurité, mais une pression intense. Le conducteur sentit son corps réagir. Son cœur s'emballa. Ses mains devinrent moites. Malgré tout, il s'efforçait de garder son calme. Il savait qu'il devait parler peu, se déplacer lentement et coopérer pleinement. Il tenta de s'expliquer. Il dit qu'il n'avait pas compris l'ordre précédent, qu'il ne faisait qu'obéir à ce qui lui avait été demandé quelques secondes auparavant. Il parla respectueusement, sans élever la voix. Mais ses paroles semblaient vaines. Il fut interrompu, coupé, net, ignoré. Un des policiers leva la main, lui signifiant clairement de se taire. Un autre répéta l'ordre d'un ton plus véhément, sans lever le voile sur la contradiction. La confusion grandissait à chaque seconde. Le conducteur se sentait acculé à une situation inextricable. Tout choix pouvait être interprété comme de la désobéissance. Rester dans la voiture était une erreur. Sortir trop vite l'était aussi. Parler était perçu comme un acte de défiance. Garder le silence, comme une résistance. La logique avait disparu. Seule l'imposition subsistait. La tension monta rapidement, comme si un interrupteur invisible s'était enclenché. Les policiers ne se parlaient de plus calmement. L'un d'eux semblait nerveux, les épaules crispées, la respiration haletante. L'autre observait le conducteur avec une attention excessive, comme s'il craignait la moindre erreur. L'atmosphère était pesante, l'air semblait plus lourd. Les piétons commencèrent à ralentir. Certains s'arrêtèrent de l'autre côté de la rue. Une voiture ralentit en passant. La scène commençait à attirer l'attention. Le conducteur le remarqua et ressentit une pointe d'angoisse. Il savait que lorsqu'une altercation devient un spectacle public, la marge de sécurité diminue encore davantage. Tout peut se transformer en démonstration de force. Il tenta une nouvelle fois d'expliquer qu'il cherchait simplement à comprendre ce qu'on attendait de lui. Il le dit prudemment, le regard droit devant lui, sans gesticuler. La réponse fut un ordre plus fort, plus bref, plus agressif. Il n'y eut aucun dialogue, seulement des ordres. Le protocole s'était mué en pure pression. Le conducteur commença à ressentir une peur bien réelle. Non pas une peur abstraite et lointaine, mais une peur physique et immédiate. Le genre de peur qui met le corps en état d'alerte maximale. Il pensa à sa famille. Il repensa à la façon dont la situation avait complètement dégénéré en quelques minutes. Il repensa à la façon dont un événement si banal avait pu se transformer en un scénario imprévisible. La présence de plusieurs policiers, les ordres contradictoires, le ton élevé, tout indiquait que la situation dégénérait trop vite. Il n'y avait pas de crime, il n'y avait pas de menace réelle, mais la tension était palpable, la suspicion latente, le jugement silencieux. Et tout cela, mis bout à bout, crée un climat explosif. Le conducteur comprit qu'il n'était plus perçu comme une personne à contrôler, mais comme une personne à maîtriser. La différence est immense. Contrôler, c'est faire respecter les règles. Maîtriser, c'est exercer un pouvoir. Et lorsque cette limite est franchie, l'escalade est généralement rapide et violente. Il s'efforçait de se concentrer sur sa respiration, de rester immobile, d'obéir autant que possible. Mais le sentiment d'être pris au piège dans un jeu sans règles claires ne faisait que s'intensifier. Chaque seconde semblait le rapprocher d'un point de non-retour. Les policiers parlaient en plus fort. Leurs gestes devenaient plus brusques. L'espace personnel disparaissait. La tension était palpable. Il n'était plus possible de feindre une approche normale. Le calme de fin d'après-midi à Marseille avait laissé place à une atmosphère de confrontation imminente.
même sans confrontation ouverte. Quelque chose allait se produire, quelque chose d'inévitable. À cet instant précis, le chauffeur comprit que l'escalade de la situation ne dépendait plus de ses actions ou de son inaction. Elle avait pris son propre essor. Elle se nourrissait de la confusion, de la méfiance et du pouvoir. Et lorsqu'une situation atteint ce point critique, une seule seconde, un geste mal interprété, un ordre mal donné, suffit à tout faire basculer. Le moment où tout a basculé n'a pas été marqué par une agression à proprement parler, mais par un geste mal interprété. Un petit mouvement, peut-être instinctif, ajuster sa ceinture, changer la position de ses mains, tenter d'ouvrir une portière après un ordre confus. Cela a suffi. Le geste a été perçu comme une menace. Il n'y avait pas le temps de s'expliquer. Il n'y avait plus de place pour la rectification. L'atmosphère était déjà trop tendue pour toute nuance. Les cris retentirent soudain, déchirant l'air de fin d'après-midi. Des ordres contradictoires, se chevauchant, lancés tous en même temps. Restez où vous êtes. Sortez de la voiture. Haut les mains. Le conducteur se figea un instant, cherchant à comprendre ce qu'il devait faire. Cette seconde suffit à faire exploser la tension. La voix d'un policier monta d'un ton dur, impatient, chargé de quelque chose qui n'était plus seulement de l'autorité, mais une décharge. L'usage de la force fut trop rapide. Un bras tira violemment. Le corps se plaqua contre la voiture. Le bruit sec du métal résonna lorsqu'il heurta son épaule. Aucune résistance active, aucune tentative de fuite. Pourtant, les mouvements étaient fermes, brusques, imprudents. La logique du contrôle avait cédé la place à celle de la contention totale. Le protocole, s'il existait encore, avait disparu. Le conducteur tenta de dire quelque chose. Peut-être « calmez-vous », peut-être « j'obéis ». Ces mots se perdirent dans les cris. Personne ne l'écoutait. La scène se déroula inerte, comme si elle était déjà jouée. Ses mains étaient paralysées. Son corps perdit l'équilibre. Le sol se rapprocha trop vite. L'impact avec l'asphalte fut réel, froid, humiliant. Les piétons s'arrêtèrent. Certains, des sacs de course à la main, d'autres accompagnés d'enfants. La circulation ralentit. Un bus réduisit sa vitesse. La fin d'après-midi ordinaire se transforma en une scène. Ce qui avait été une approche quasi imperceptible devint un spectacle public. Les gens regardaient sans comprendre, essayant de reconstituer le puzzle. Ils ne voyaient pas de menace. Ils voyaient un homme maîtrisé. Les téléphones portables sont apparus presque simultanément. D'abord un, puis un autre. En quelques secondes, plusieurs écrans étaient braqués sur la scène. Non par provocation, mais par réflexe. Quand quelque chose paraît anormal, on filme. Non par curiosité, mais par instinct de protection. La présence des caméras a modifié l'atmosphère, mais n'a pas interrompu l'action. Au contraire, elle l'a accélérée. Les cris continuaient. Un policier a demandé des renforts par radio. Un autre a ordonné au badaud de s'éloigner. Le conducteur était à terre, désorienté, essayant de comprendre comment un simple contrôle routier avait pu dégénérer à ce point. Le visage plaqué contre l'asphalte, le corps tendu, le cœur battant la chamade. Il ne savait pas s'il pouvait bouger, parler, respirer profondément sans que cela soit interprété comme une résistance. Une confrontation publique avait éclaté. Non pas qu'il l'ait voulu, mais parce que la situation avait dégénéré. Toute la rue semblait s'être figée pour assister à la scène. Certains criaient au loin, appelant au calme. D'autres filmaient en silence. La stupeur se lisait sur leur visage, une indignation contenue. Personne ne comprenait pourquoi cela se passait ainsi. L'interaction n'était plus un simple différend entre le policier et le conducteur. C'était une scène collective, une mise à l'épreuve des limites sous les yeux de tous. Le pouvoir s'exerçait sans retenue, sans explication, sans la moindre clarté qui distingue l'autorité de l'abus. La limite avait été franchie, et il était désormais impossible de faire comme si de rien n'était. Le chauffeur souffrait, mais il ressentait pire encore, une sensation de vulnérabilité totale, l'humiliation d'être perçu comme un danger par des inconnus, l'impuissance de ne pouvoir s'expliquer, de ne pas être entendu. Il pensait à sa famille, à son travail, à ce que cela signifierait une fois les voitures parties et les piétons de retour à la normale. Il pensait à la stigmatisation qui pèserait sur lui. La police a tenté de reprendre le contrôle des lieux, mais il était trop tard. Le contrôle avait changé de main. Désormais, il résidait dans les caméras, dans les regards, dans la conscience collective qui se formait. Chaque seconde enregistrée amplifiait la gravité de la scène. Chaque cri résonnait au-delà de la rue. L'approche avait dégénéré en confrontation publique, non par nécessité, mais en raison d'une escalade.
non pas à cause d'un danger réel, mais à cause d'un malentendu, de tensions accumulées, de suspicions transformées en violence. La fin d'après-midi à Marseille, qui avait commencé comme une journée ordinaire, était désormais marquée par une image impossible à effacer. Un homme à terre, encerclé, des cris qui fusent, des téléphones portables pointés, et la question que personne ne pouvait faire taire: comment en est-on arrivé là? À ce moment-là, il ne s'agissait plus d'obéir aux ordres, mais de réparer les dégâts déjà causés. Et cela, chacun le savait, serait bien plus difficile. L'impact immédiat fut brutal et impossible à dissimuler. L'homme n'était plus simplement maîtrisé, il était complètement immobilisé. Les menottes se refermèrent avec un claquement métallique sec et définitif, plus fort que n'importe quelle sirène. Non pas parce qu'elles étaient nécessaires, mais parce qu'elles symbolisaient quelque chose de plus profond. La décision de le considérer coupable avant même toute explication. Son corps, plaqué au sol quelques minutes auparavant, fut soulevé avec raideur et négligence, comme s'il s'agissait d'un objet gênant à enlever. Le choc fut le premier. Un choc silencieux, paralysant. Il tenta de comprendre à quel moment tout avait basculé. À quel instant précis avait-il cessé d'être un citoyen ordinaire pour se retrouver menotté en pleine rue. Son visage brûlait, ses poignets le faisaient souffrir sous la pression du métal. Mais la douleur physique était moindre que le sentiment d'être totalement exposé. Il était là, à la vue de tous, réduit à une image qu'il n'aurait jamais choisie. L'humiliation fut immédiate et profonde. Les passants pressés s'arrêtèrent pour regarder. Certains le reconnurent, il leur ressemblait. D'autres virent simplement un homme menotté, entouré de policiers, et tentèrent de comprendre. Le silence gêné des uns contrastait avec l'indignation grandissante des autres. On pouvait lire l'étonnement, l'incrédulité et une colère contenue. Personne ne comprenait quelle menace cet homme représentait pour justifier un tel usage de la force. Les témoins commencèrent à poser des questions à voix haute, non par provocation, mais par réaction humaine face à ce qui paraissait disproportionné. Qu'a-t-il fait? Pourquoi comme ça? Il était calme. Les questions jaillissaient spontanément, déchirant l'air lourd de la rue. Certains s'approchèrent un peu, cherchant à mieux voir, à entendre une explication qui ne venait pas. D'autres continuaient d'enregistrer, les mains tremblantes, conscients de la gravité de la scène. L'atmosphère changea brusquement. Ce n'était plus seulement de la tension, mais une indignation collective. Le sentiment d'injustice se propagea comme une vague silencieuse. Même ceux qui ne disaient rien laissaient transparaître leur malaise. Il n'y eut aucune résistance, aucune agression préalable visible. Il n'y avait qu'un homme menotté et une force qui paraissait bien disproportionnée par rapport à la situation. Les policiers tentèrent de maintenir une distance entre l'homme et la foule, établissant un périmètre de sécurité improvisé. Mais le contrôle émotionnel de la situation leur avait déjà échappé. Chaque geste brusque alimentait l'indignation. Chaque ordre brutal renforçait le sentiment d'abus. La radio communiquait des codes, des demandes, des justifications techniques. Dehors, pourtant, ce qui se déroulait était trop simple pour s'expliquer par des procédures. Quelqu'un était maltraité, sans que personne ne comprenne pourquoi. L'homme respirait bruyamment, non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi sous le poids psychologique de l'instant. La tête baissée, il fuyait les téléphones portables, tentant de se protéger de l'enregistrement de ce moment. Il savait que ces images ne resteraient pas là, qu'elles traverseraient les écrans, les quartiers, peut-être même les villes. Il savait que sa vie, à partir de ce moment, ne serait plus jamais comme avant, même s'il était libéré plus tard, même si rien n'était prouvé. Le mal était fait. Certaines voix se sont élevées pour défendre ouvertement l'homme, non pas dans le cadre d'un militantisme organisé, mais comme une réaction spontanée de témoins d'une scène qui heurte le sens même de la justice. Il n'a rien fait, c'en est trop. Les mots étaient simples, directs et empreints d'émotion. D'autres appelaient au calme, craignant que la situation ne dégénère. Un équilibre fragile régnait entre indignation et peur. La rue, autrefois indifférente, était désormais unie par un sentiment partagé. La conviction qu'une limite avait été franchie. Il ne s'agissait plus seulement de cet homme musulman, de cette voiture garée, de cette attitude particulière. Il s'agissait d'un sentiment collectif de vulnérabilité. Si cela pouvait lui arriver, cela pouvait arriver à n'importe qui. L'impact immédiat se fit également sentir chez les policiers eux-mêmes, bien que silencieusement. Certains gardaient un regard dur, concentré sur la procédure. D'autres évitèrent le contact visuel avec les témoins. Une tension palpable se dégageait de leurs mouvements rapides, de leurs gestes mécaniques. La présence des caméras pesait lourdement.
La conscience d'être observé modifiait le rythme, sans pour autant effacer ce qui s'était déjà produit. L'homme fut emmené de force. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Le cliquetis des menottes accompagnait le mouvement, rythmant l'instant. Les gens s'écartaient lentement, leur laissant le passage, sans pour autant détourner le regard. Le silence qui s'installa n'était pas un silence d'acceptation, mais un silence de stupeur. À ce stade, l'intervention avait déjà causé un dommage irréversible, non seulement des marques sur le corps ou l'orgueil de l'homme, mais une profonde blessure dans la confiance des témoins. L'impact immédiat ne se limitait pas à l'immobilisation ou aux menottes. Il s'agissait de briser quelque chose de plus profond, le sentiment que les procédures existent pour protéger et non pour humilier. Tandis que l'homme était emmené, menotté, sous le regard attentif d'inconnus, une certitude commença à se dessiner parmi les témoins. La scène n'allait pas s'arrêter là. L'indignation palpable ne s'estomperait pas avec l'arrivée de la police ni la dispersion de la foule. Quelque chose s'était éveillé, et la suite serait la conséquence directe de ce choc immédiat, un choc que personne n'oublierait. Le tournant inattendu des événements a commencé silencieusement, presque imperceptiblement. Il n'est pas venu d'une déclaration officielle ni d'excuses immédiates, il est venu des mains des personnes présentes, des téléphones portables qui ont continué à filmer même après que l'homme ait été menotté, des vidéos envoyées à des groupes privés, à des amis, à la famille. En quelques heures, ces images ont cessé d'être de simples enregistrements isolés d'une rue de Marseille et ont commencé à circuler bien au-delà de ce lieu, bien au-delà de ce moment précis. La vidéo s'est propagée trop vite pour être maîtrisée. D'abord dans des cercles locaux, puis sur les grands réseaux sociaux. Des personnes qui n'étaient pas présentes ont commencé à la regarder, à la mettre en pause, à la rembobiner, à observer les détails, le ton de l'approche, la posture de l'homme, l'absence de résistance visible, l'usage de la force. Chaque seconde était analysée, chaque geste était remis en question. Ce qui avait été présenté comme une simple procédure a commencé à paraître tout autre vu de l'extérieur, à distance, sans la pression du moment. Des témoins, jusque-là silencieux, commencèrent à parler. Certains publièrent des récits écrits, décrivant ce qu'ils avaient vu avant les menottes, avant l'escalade de la violence. D'autres accordèrent de courts entretiens improvisés, racontant comment tout semblait calme, jusqu'à ce que la situation bascule soudainement. Les versions divergeaient quant aux détails, mais toutes convergeaient vers un point essentiel. Rien ne justifiait une telle fin. Le récit d'une intervention de routine commençait à s'effondrer. La version officielle, initialement diffusée brièvement et de manière technique, a commencé à être remise en question. Des expressions comme « comportement suspect » et « gestes interprétés comme une menace » ne suffisaient plus face aux images. Les questions se sont faites plus pressantes. Quel était ce geste? À quel moment précis la menace est-elle apparue? Pourquoi la force a-t-elle été utilisée si rapidement? Les réponses vagues n'ont pas convaincu ceux qui ont visionné les vidéos à plusieurs reprises. La presse locale s'est emparée de l'affaire. Journaux régionaux, radios associatives et sites d'information en ligne ont commencé à couvrir l'événement, non plus comme un simple incident policier, mais comme un épisode soulevant des questions plus profondes. Les journalistes ont recherché des témoins, des experts et des représentants d'associations. Le ton des gros titres a changé. Il ne s'agissait plus seulement de contrôle policier à Marseille, mais d'une approche qui divisait les opinions et exigeait des explications. Sur les réseaux sociaux, le débat a enflammé les esprits. Les commentaires se sont multipliés. Certains ont pris la défense de la police d'emblée, d'autres ont dénoncé ce qu'ils considéraient comme une discrimination flagrante. Mais même parmi les opinions divergentes, une phrase est revenue fréquemment. C'en est trop. La vidéo a forcé les gens à regarder la scène en face, sans filtre. Pas de montage sophistiqué, pas de commentaires. Juste des images brutes, impossibles à ignorer. L'homme menotté cessa d'être simplement le conducteur arrêté. Il devint le symbole de nombreuses autres personnes. Le débat dépassa le cadre de ce cas particulier pour aborder des questions plus générales. Dans quelle mesure le contrôle relève-t-il du contrôle? À quel moment se transforme-t-il en discrimination? Où s'arrête la sécurité et où commence l'abus? Ces questions commencèrent à surgir dans les SMS, les commentaires et les débats improvisés. Des organisations de défense des droits civiques ont pris la parole. Des avocats ont analysé publiquement la vidéo,
soulignant les incohérences entre le discours officiel et les images. Des spécialistes des procédures policières ont évoqué la proportionnalité, l'escalade de la force et l'analyse comportementale. Le vocabulaire technique s'est invité dans le débat, sans toutefois occulter l'émotion qui le sous-tendait. Une véritable indignation, alimentée par un profond sentiment d'injustice, régnait. La pression s'intensifiait, non seulement sur les policiers impliqués, mais aussi sur les institutions responsables. Des demandes d'éclaircissement furent formulées et des questions officielles commencèrent à circuler. Le silence initial n'était plus possible. Plus la vidéo se propageait, plus il devenait difficile de maintenir la version originale sans modification. Le récit échappa à ceux qui avaient tenté de le contrôler dès le départ. Le débat a fait émerger des expressions clés qui se sont répétées comme un refrain. Contrôler n'est pas discriminer. Sécuriser n'est pas abuser de sa position. Ces idées ont commencé à apparaître sur des affiches numériques, dans des commentaires épinglés, dans des discussions plus approfondies. Il ne s'agissait pas de slogans vides de sens, mais de tentatives pour distinguer des concepts qui, lors de cet épisode, semblaient avoir été confondus. Des personnes qui ne s'étaient jamais intéressées à ce genre de sujet ont commencé à commenter. Ça aurait pu être moi. C'est arrivé dans mon quartier. C'est toujours comme ça. Des témoignages personnels ont émergé, révélant une tendance, et non une exception. L'affaire de Marseille a été perçue comme faisant partie d'un phénomène plus vaste, une expérience partagée par beaucoup, mais rarement exposée avec une telle clarté. Le tournant inattendu ne résidait ni dans la libération immédiate de l'homme, ni dans des excuses publiques présentées sur le champ. Ce fut le changement de perspective collective. Le passage de la question initiale, qu'a-t-il fait, à une question bien plus dérangeante, pourquoi lui ont-ils fait ça? Lorsque cette question s'impose, la logique se transforme. L'autorité n'est plus tenue pour acquise. Elle doit être expliquée. À partir de ce moment, plus rien n'était simple. L'affaire ne se limitait plus à cette rue, à ce jour-là, à cet homme. Elle concernait tous ceux qui l'avaient vu, partagé et commenté. La démarche, d'abord routinière, était devenue le symbole d'un débat que personne ne pouvait contrôler. Et tandis que la vidéo continuait de circuler, une certitude s'imposait. Elle ne serait pas oubliée de sitôt. La fin de cette histoire n'apporte pas un sentiment de justice immédiate et réconfortante. Il n'y a ni dénouement simple, ni résolution parfaite. Ce qui demeure est plus profond et plus troublant. Car, au fond, il n'a jamais représenté le moindre danger. Il n'était pas armé. Il n'a menacé personne. Il n'a pas tenté de s'enfuir. Il n'a pas désobéi consciemment. Il conduisait, tout simplement. Il existait, tout simplement. Il suivait le cours normal d'une journée ordinaire. Cette approche n'a pas révélé la dangerosité d'un homme, mais la fragilité d'un système gangrené par les préjugés, les interprétations biaisées et la suspicion automatique. Elle a montré comment, en quelques minutes, la normalité peut être brutalement anéantie, comment la dignité peut être bafouée face à des inconnus, des caméras et des jugements hâtifs. Comment un citoyen peut être réduit à un simple cas clinique avant même d'avoir été entendu. Il n'a pas été arrêté parce qu'il avait commis une infraction. Il a été arrêté, et à un moment donné, il a cessé d'être perçu comme un individu. Il a commencé à être perçu comme un profil. Nom, apparence, origine, religion, des détails qui ne devraient pas avoir d'importance lors d'un contrôle routier, ont commencé à primer sur son comportement réel. Et, lorsque cela arrive, le problème n'est plus isolé. Il est structurel. Cette scène à Marseille n'a pas seulement révélé un dysfonctionnement opérationnel, elle a mis au jour un malaise collectif que beaucoup ressentent, mais que peu peuvent prouver. Elle a révélé la peur silencieuse de ceux qui savent que le moindre geste peut être mal interprété, de ceux qui apprennent à peser leurs mots, leurs mouvements, et même leur respiration, pour ne pas paraître suspect. Elle a révélé l'inégalité face au droit fondamental de se tromper, de s'expliquer, d'être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Quand il a été menotté, quelque chose de plus profond s'est brisé. Ce n'était pas seulement sa confiance envers les autorités, c'était la confiance des spectateurs, de ceux qui filmaient, de ceux qui reconnaissaient dans cette scène une situation terriblement familière. Les menottes ne se contentèrent pas d'entraver ses poignets, elles emprisonnaient une question gênante. Combien de fois cela s'est-il produit sans que des caméras ne soient présentes? Combien d'histoires similaires n'ont jamais atteint les réseaux sociaux, la presse, le débat public? La réaction négative n'est pas due à une volonté de créer la polémique. Elle est due à la force des images, aux témoignages et à l'écart flagrant entre les actes commis
et ce qui aurait été raisonnable. La vidéo n'a rien inventé, elle a simplement montré les faits, et parfois, la simple démonstration suffit à déconstruire des récits savamment construits. Ce récit n'incite pas à s'en prendre à la police dans son ensemble. Il n'appelle pas à ignorer l'importance de la sécurité. Il appelle à quelque chose de plus simple et de plus difficile. Le discernement, la mesure, l'humanité. Car la sécurité sans humanité engendre la peur. L'autorité sans écoute devient abus. Et le contrôle sans critères engendre la discrimination. Il ne représentait aucune menace. Il a mis au jour un problème. Un problème que beaucoup préfèrent ignorer, mais qui ressurgit dès qu'on brandit une caméra, qu'on élève la voix ou qu'on refuse simplement d'accepter l'inacceptable. Un problème qui ne se résout pas par le silence, mais par un débat honnête, la prise de responsabilité et un véritable changement. Le message qu'il faut faire passer clairement et sans détour est qu'être musulman n'est pas suspect, conduire n'est pas un crime, exister ne saurait justifier une punition. Aucune société ne se renforce lorsque certains de ses citoyens vivent dans la crainte de pratiques qui devraient être protégées et non humiliées. Si cette histoire vous a touché, ne vous arrêtez pas là. Les histoires comme celle-ci ne changent rien que lorsqu'elles cessent d'être ignorées, lorsqu'elles sont vues, commentées, discutées, lorsqu'elles intègrent la conscience collective. Commentaire, la dignité ne peut être enchaînée. Laissez un j'aime pour soutenir les histoires vraies qui méritent d'être racontées. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain témoignage poignant. Et maintenant, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran, car cette conversation ne s'arrête pas là.